Avec le temps, Apple s'est construit une image de marque de luxe. Tout le monde sait que acheter un produit Apple, c'est avant tout acheter la petite pomme qui s'y a sur le devant de chacun de leurs produits. Ce qui est assez marrant, c'est de les voir sortir des nouveaux produits qui ne font littéralement aucun sens juste pour entretenir leur image de marque. Je pense par exemple au petit trou du Mac Pro à 850 balles et plus récemment le Pro Stand à 1000 balles. Ce luxe ne fait aucun sens d'un point de vue technologique, il n'y a pas de débat. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut penser du reste de leur line-up? Les haters diront que peu importe le produit, Apple c'est de la merde, plus ratio, plus go touch some grass. Et les fanboys diront que c'est le top du top et que si t'as pas l'argent, c'est ton problème. Plus stay mad, plus kill issue. Ok, bizarre l'ambiance. Au milieu de tout ça se cache le MacBook Air M1. Et spoiler, même si je veux dire énormément de bien de cette machine, il y a un truc en particulier très important qui la retient et qui me fait penser que c'est un produit de niche et que quasiment personne ne devrait l'acheter. Frérot, tu peux pas te permettre de lécher les boules d'Apple. Bah déjà de 1, parce que c'est le NNN, et de 2, c'est vraiment de la merde ton truc. Il y a que 8 Go de RAM, 2 ports USB, le stockage, j'en parle même pas, et frère, t'es mal le clavier. Il est passé où le point d'exclamation? Arrobas et hashtags sont pas du tout là où ils devraient être, c'est le gros bordel ton truc. C'est réel, c'est réel. Hein. Salut, c'est Antonin et bienvenue dans cette review du MacBook Air M1. Ça rime. Et comme mon collègue l'a dit correctement, Apple n'est jamais vraiment sans surprise. Et des surprises, il y en a eu. La question aujourd'hui, c'est est-ce que payer le luxe Apple fait sens? Et on va en parler, mais on pourrait même aller plus loin et dire est-ce que acheter Apple tout court fait sens? Enfin bon. On va pas faire les rageux, les fans de Leo Techmaker, parce que en vrai, il suffit juste un petit peu d'adaptation à leur écosystème. Alors avant de voir ce que cette machine a dans le bide, on va d'abord se pencher sur l'extérieur. D'abord, la première chose qui m'a choqué la première fois que j'ai ouvert, c'est le luxe de ce produit. Dès les premières secondes, ça pue la qualité de par les matériaux, la construction globale du MacBook. Ça inspire vraiment une confiance de fou. Le joint clavier-écran est bien dosé, très fluide. On peut l'ouvrir à une seule main quand il est posé sur une table sans qu'il paraisse trop lâche, trop faible. Enfin, à peu de choses près. Beaucoup de gens disent que ça joue pas mal sur le sentiment de qualité d'un PC portable, et là je dois dire que c'est presque pixel perfect. J'insiste, hein, mais maintenant je comprends vraiment pourquoi Apple est considéré comme une entreprise de luxe. Genre, ça se sent que c'est conçu pour durer, et c'est vraiment une dinguerie. Après avoir ouvert le bijou, nos yeux se baissent en premier sur l'écran. On a un Retina Display de 2560 par 1600 pixels dans un format de 13,3 pouces, ce qui est énormément de pixels pour cette taille, et franchement, c'est surprenant à quel point c'est agréable d'ailleurs. Venant du 1080p à 24 pouces, ça fait bizarre d'avoir autant de pixels, tout comme le passage du 144 Hz au 60 Hz, qui est toujours aussi déprimant quand on scrolle sur internet. Enfin bon, c'est comme ça, hein. Avec la superbe résolution, cet écran a aussi 3 autres atouts. La luminosité, le contraste et les couleurs. Ce truc peut devenir super lumineux, ce qui est trop bien en extérieur. J'ai jamais eu vraiment trop de problèmes pour déchiffrer quoi que ce soit, même si bon, faut un peu plisser les yeux si vous êtes en plein soleil. Cet avantage, il est complété par un contraste exceptionnel. Les noirs sont bien plus profonds que sur un écran de bureau IPS plus classique. Pas aussi bon que l'OLED, faut pas déconner non plus, mais il reste vraiment excellent. Et le MacBook vous laisse choisir entre plein de différents profils colorimétriques qui rendent son utilisation beaucoup plus professionnelle et productive que simplement aller sur internet, écrire des trucs et faire des PowerPoint. Par défaut, Apple vous sélectionne le profil P3, mais il vous laisse aussi choisir entre plein d'autres gammutes, comme par exemple l'Adobe RGB, le BT 2020, le Rec 709 ou le sRGB pour en citer quelques-uns. Alors, je sais pas du tout ce que valent ces profils. Tout ce que je peux dire, c'est que le mode sRGB paraît très bizarre, il sature beaucoup trop les couleurs, et je ne crois pas que c'est supposé faire ça. Si vous voyez pas de quoi je parle, dites-vous que ça permet de gérer de quelle manière l'écran va interpréter les couleurs que la puce M1 lui envoie. En parlant de M1, vous allez sûrement vous dire qu'avec la sortie de M2, c'est plus très pertinent de parler de cette machine vieille de 2 ans. Mais en fait, si, et pour plusieurs raisons. Déjà parce que le MacBook Air M2 est bien plus cher que le M1, ce qui a plus ou moins rajouté un nouveau produit dans le catalogue d'Apple plutôt que d'en remplacer un ancien. Et ensuite, parce que les performances de M2 sont certes meilleures que M1, mais la puce souffre aussi de surchauffe, ce qui la place un niveau en dessous par rapport à là où elle devrait se situer. Tout ça étant dit, j'ai toujours été impressionné par les capacités incroyables de M1, surtout dans le domaine qui me concerne le plus, et qui est la vidéo. Dans DaVinci Resolve, les performances équivalentes ou meilleures que mon ancienne config RTX 2060 et Ryzen 7 3700X. Je trouve juste assez dommage que cet ordi à 1000 balles n'ait que 8 Go de RAM, ce qui se sent vachement quand on commence à s'amuser avec Fusion. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que M1 est capable de fonctionner quasiment à fond, et tout cela en consommant quasiment rien.
un grand maximum de 39 watts, ce qui est complètement fou. Ça permet à Apple de garder leur design de leur MacBook Air sans ventilateur, ce qui est super agréable. Ne pas avoir de turbine qui se lance à cause d'une appli assez costaude comme sur quasi tous les autres PC Windows, c'est vraiment un plus. L'efficacité insane de M1 fait aussi que la batterie tient super bien. Au fil d'une semaine, j'ai pu cumuler 16 heures de temps d'écran et il me restait encore 17% à la fin. Pas mal, hein? Dans les tâches les plus lourdes, vous pouvez vous attendre à entre 5 et 6 heures sans avoir besoin de brancher votre machine. Ce luxe-là est pas de refus, surtout quand je vois à quel point c'est chiant parfois pour les autres d'avoir une batterie de merde sur PC portable. D'ailleurs, Axel, hein, si tu passes par là, je sais pas comment tu fais, mec. Ce qui est trop bien, c'est que j'ai jamais besoin de me préoccuper de si j'ai pensé à charger mon PC avant de le prendre avec moi, parce que je sais que dans tous les cas, il me lâchera pas entre les mains. Et au pire du pire, je peux gratter un chargeur de téléphone à quelqu'un parce que ce PC se branche en USB-C, contrairement à l'iPhone 14. Mon objectif, c'est pas de vous donner le plus de chiffres sur les performances de M1. Il y a déjà plein de vidéos sur YouTube qui couvrent ça super bien. Par contre, ce dont on peut parler, c'est de 230 € que vous coûteront 8 Go de RAM supplémentaires. 230 €. Bah voyons. Ou encore les 230 € que vous coûteront les 256 Go supplémentaires de stockage. 230 €. Bah voyons. C'est une pratique qui, bien qu'elle doit rapporter un gros paquet d'argent, est honteuse vu le prix et c'est globalement pourquoi je suis resté sur le modèle de base. Ce luxe-là est complètement absurde. Mais bon, ça, à la limite, c'est Apple, on connaît, on est habitué et en fait, on ne fait que gratter la surface des choses qui ne sont pas si bien. Au début, je vous ai dit que cette machine était incroyable sauf sur un truc et ça, j'ai nommé macOS. Pour faire simple, mon expérience macOS a été au mieux pas dingue et au pire un enfer absolu. Ce système pue tellement la merde, c'est pire que l'enseigne odeur de ma cuisine. Et en vrai, au début, tout allait bien, je faisais mes vidéos dessus sans avoir aucun problème. Ça se sent que le système n'est pas fait pour bidouiller, même très légèrement. Dans Finder, l'explorateur de fichiers, par défaut, quasiment tous les dossiers sont cachés. Et le seul moyen de les afficher, c'est par un raccourci clavier. Ah super, merci, hein. C'était vraiment pas la peine de prévenir, alors j'aurais pu chercher longtemps plein de trucs, hein. Et en vrai, ça c'est vraiment rien comparé à la suite. Tout se passait bien jusqu'à l'instant où j'ai voulu faire un peu joujou avec le terminal. Ça a été des heures et des heures et des heures de frustration et j'ai demandé une corde à mon voisin. Quelque chose d'aussi banal que d'installer un module Python devrait fonctionner et pourtant rien ne marche comme prévu. Le truc c'est que des histoires comme ça, je pourrais en parler pendant 1 heure, même plus d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'à la sortie de cette vidéo, je serai en stream sur cette même chaîne YouTube. On pourra parler de mon expérience avec macOS, tous les détails dont j'ai pas pu rentrer dedans dans cette vidéo. La communauté de l'auberge des internets grandit. On a atteint les 800 abonnés, c'est énorme, merci pour tout. Mais ça reste suffisamment peu pour pouvoir être assez proche en stream. Alors venez faire coucou. À ce niveau-là, on peut commencer à saisir quelques trucs. Tout d'abord que ce MacBook a été pensé pour performer sans avoir son design en tant qu'argument de vente, comme à l'habitude de la marque. D'ailleurs, c'est pour ça que selon moi, ça vaut pas du tout le coup de payer 400 € de plus pour le modèle M2, qui a pourtant en lui le nouveau design des MacBooks. Leur grand avantage avec le RM1, c'est une batterie godlike, une super qualité de construction qui englobe l'écran, le clavier, le châssis et surtout une puce M1 qui met à plat toute la compétition, que ça soit en performance ou en efficacité énergétique, surtout dans les applis médias où on est au pic de ses capacités. C'est pour ça que selon moi, c'est un des seuls produits où vous payez pas réellement la taxe Apple, parce que mine de rien, sur le marché des PC portables, il se place vachement bien. Si vous voulez faire du montage avec un minimum de dignité sur Windows, vous êtes obligé de prendre un modèle avec une carte graphique. Alors déjà là, vous dépassez le cap des 1200 € et vous obtiendrez une machine avec une bien moins bonne efficacité énergétique. Ce qui veut dire une batterie qui fond dès lors que vous oubliez des applis un peu intenses et des ventilateurs qui font un bruit de dingue. En comparaison, sur le RM1, il n'y en a littéralement pas. Toutefois, ce public-là est très niche. Tout le monde ne fait pas de montage, loin de là. La réalité, c'est que le public visé n'est pas celui-là, et Apple louperait la majorité des acheteurs. Énormément de gens achètent un MacBook pour sa réputation, et en vrai, c'est normal. Une fois en main, il est super agréable, et on a le sentiment d'avoir eu quelque chose de luxueux pour notre argent. Mais je pourrais vraiment pas justifier de dépenser 1000 balles dans une machine à prendre des notes, remplir des tableaux Excel et envoyer des mails, parce que ça, c'est la réalité. Mais ouais, est-ce que payer le luxe Apple fait sens maintenant ? Cette machine est certainement luxueuse, mais elle est meilleure que la compétition et pour un bon prix, c'est tout ce qui compte. En fait, on n'a pas l'impression de payer une taxe Apple en achetant ça. Et ce produit-là est sûrement bien l'exception. Bon allez, c'était Antonin, vous regardez l'auberge des internets. Ciao !